s'appelle lycée Condorcet. Et la particularité de ce magistrat, c'est qu'il a développé un thème principal qui est d'une actualité toujours aussi brûlante, qui est la formation, l'éducation du citoyen. Permettre aux citoyens d'accéder au suffrage universel, excellente idée, formidable, révolutionnaire. Mais il faut aussi faire tout un travail d'éducation, de formation, pour que le citoyen, peu à peu, finisse par comprendre les enjeux de ses votes, son vote. Donc, l'histoire est brève. 1989, bicentenaire de la Révolution française, Robert Badinter en tête, mais surtout la Ligue de l'enseignement, ont décidé de créer des cercles Condorcet sur le territoire français. Il y en a actuellement 60, à peu près. L'objectif, c'est évidemment de réunir des groupes locaux afin d'animer dans leur cité ou dans leur territoire les débats, les rencontres, les débats sur les sujets, les grands sujets de société. Alors ça fait un peu général, mais exemple, un des sujets de société majeurs, c'est le réchauffement climatique. Mais c'est aussi l'Europe, que va devenir l'Europe après le départ de l'Angleterre. Ou bien la laïcité, la problématique de la laïcité en France, en quoi ça consiste. Voilà, c'est des sujets qui vont faire partie de nos thèmes de conférences dans les mois à venir. Je suis particulièrement content ce soir, avec les collègues du CA de Condorcet, d'inaugurer, je veux dire, ce soir, la rentrée du cercle Condorcet qui, pendant 18 mois, je savais bien pourquoi, est resté inactif, par définition, puisque nous ne pouvions ni avoir de salle, ni réunir des gens. Et puis on ne pouvait même pas sortir au moment de chez nous. Voilà, donc ce soir, nous accordons une grande importance à cette conférence numéro 1 de l'année 2021-2022. Deuxième point important, nous faisons cette conférence en partenariat avec les Amis du monde diplomatique. Les Amis du monde diplomatique, là aussi on pourrait faire tout un roman, une histoire de Denis qui est responsable ici, assis devant nous là. Je dirais qu'il y a quelque chose de... Il y a beaucoup de points communs. Bon, les Amis du monde diplomatique, c'est autre chose, c'est dans un autre domaine et c'est beaucoup plus important, puisque c'est l'association qui promeut le monde diplomatique et surtout défend financièrement le monde diplomatique, soutient financièrement. Et je crois qu'il y a deux mots-clés: liberté d'informer. C'est fondamental dans la démarche, si j'ai bien compris, des Amis du monde diplomatique. Ben, écoutez, tout ça, ça rejoint bien les préoccupations de Condorcet. Informer, oui, dans la liberté, dans l'échange, sans contrainte, dans la démocratie, dans l'expression de la démocratie. Donc c'est important aussi pour nous ce soir d'inaugurer comment on peut appeler ça, une association entre le cercle Condorcet et les Amis du monde diplomatique. Voilà, je crois que j'en ai assez dit. On fait passer une feuille de présence, vous remplissez ou vous ne remplissez pas, à votre guise. Ça nous permettra, si vous mettez votre nom et votre mail, de vous envoyer les informations du cercle Condorcet. Dernier point, le cercle Condorcet d'Aix-en-Provence a développé un site très facile à trouver, cercle Condorcet d'Aix-en-Provence, et nous tâchons de le promouvoir le plus possible, car nous tâchons aussi de le faire vivre, parce que c'est bien beau de créer un site, mais il faut l'actualiser, etc. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je vais, bon, évidemment, saluer nos amis Blanchard et Coleno, messieurs Blanchard et Coleno, c'est ça, qui viennent de loin, ils viennent d'une autre région. Vous vous rendez compte, ils viennent de l'Occitanie, ils viennent de Perpignan, enfin bon, et ils nous font le plaisir de venir nous voir. Enfin, pour vous dire que ça fait 2 ans, au moins 2 ans, qu'on parle avec eux de ce projet de conférence, hein, avant la pandémie. Mais j'ai l'impression que la pandémie a apporté beaucoup de touches
particulière sur la dette que nos amis conférenciers vont probablement développer. Bon, je passe la parole à Alain Lagardez pour présenter nos conférenciers. Merci. Merci, cher Président. Je m'appelle Alain Lagardez, je suis membre du conseil d'administration du Cercle Condorcet d'Aix et je suis professeur émérite, ce qui veut dire à la retraite, mais qui continue de faire de la recherche en sciences de l'éducation et de la formation. Et j'ai terminé ma carrière donc dans la formation des enseignants. Comme vient de le dire le Président, la conférence, j'avais été chargé de préparer cette conférence avec mes amis perpignanais. Ça fait maintenant presque 2 ans en effet. Bon, un petit retard, va-t-on dire. Mais petit retard qui n'en est pas vraiment un, puisque cette actualité, cette vivacité de cette question, des questions autour de la dette, n'en est que plus forte, en particulier depuis que le président Macron a envoyé son quoi qu'il en coûte. Ou encore plus récemment, hier, Édouard Philippe, dans l'expansion, non, pas dans l'expansion, dans Challenge peut-être, oui. Le titre c'était sur la dette, et lui, bon, on dira que la dette, c'est pas. Attention. C'est pas quoi qu'il en coûte. Alors, j'ai parlé de questions vives de la dette. C'est l'une de mes recherches principales, c'est une recherche principale, les questions socialement vives. Qu'est-ce que nous appelons des questions socialement vives? C'est des questions qui sont vives, qui font débat dans la société, qui sont vives, donc qui font débat dans les cercles scientifiques, là ce sera en particulier les économistes, et qui sont ou pas dans les références des enseignants et des formateurs, c'est-à-dire dans les manuels, dans les documents pour l'enseignement, etc. Et ensuite, selon que c'est vif, plus présent ou absent, alors ça pose des problèmes particuliers pour les enseignants et les formateurs, c'est ce qu'on appelle les questions de stratégie didactique. Donc c'est une sorte de thématique qui permet de comprendre, enfin, d'étudier les questions, et là, comme la question de la dette ou les questions liées à la dette. Donc nos conférenciers donc, sont des enseignants-chercheurs en économie de Perpignan, et ils sont proches également du cercle Condorcet de Perpignan. Ils nous proposent donc, comme c'est marqué sur le flyer, de décrypter les regards divergents sur notre société au prisme des questions autour de la dette, d'où le titre « Ce que les discours sur la dette disent de notre monde », parce que c'est un petit peu quand même, ça interpelle. Je ne vais pas parler plus longtemps que ça, puisque je passe la parole à mes amis Hervé Blanchard et Yves-Patrick Colléno. On fera un point sur l'organisation aussi du temps. Peut-être tout de suite, non. Ah, vas-y. Peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure maximum de conférence, puis ensuite à peu près autant. Chafouiller un peu, en l'occurrence au niveau collectif. Nous allons donc nous donner 1h30, mais il n'est pas dit que nous allons parler pendant 3/4 d'heure avant de vous laisser vous-même prendre la parole. Il est même dit le contraire. Il est même dit que dès que nous en sentirons l'occasion, nous vous donnerons la parole. Pour le reprendre après, bien sûr. Donc ça, c'était juste un détail. Donc Yves-Patrick Colléno, Hervé Blanchard. Oui, bonsoir tout le monde. Merci au Cercle Condorcet de nous avoir invités et au Président de nous accueillir. Merci Alain. Merci aux amis du monde diplomatique aussi de nous recevoir. Alors c'est vrai que venir vous voir, ça nous a pris longtemps, 2 ans. Bon, Perpignan est loin, je l'ai compris maintenant. Hein. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que les 2 ans avaient été organisés par le Cercle Condorcet, qui savait que la dette, ce serait plus important aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Donc bravo au Cercle Condorcet, ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs, c'est ça là? Un peu. Hein. Donc non, c'est avec grand plaisir qu'on vient vous parler de ce qui est quand même pour nous une activité de recherche, hein, c'est-à-dire, vous allez voir, on va s'appuyer sur l'activité de recherche, et puis, comme l'a un petit peu dit Yves, et moi je vais le reprendre autrement, il n'est pas prévu qu'il n'y ait que nous qui travaillions ce soir, donc on a prévu quelques petits exercices pour vous, histoire de vous faire participer, hein, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui soyons mis à contribution. Alors, comment nous allons procéder? Nous allons procéder en 4 temps. Dans un premier temps, nous reviendrons sur ce qui est la base de notre recherche et donc à partir de quoi nous allons, de quelle thématique nous allons aborder la dette, c'est-à-dire en particulier des programmes
de sciences économiques et sociales. Nous vous présenterons dans un deuxième temps comment ces programmes ont évolué et comment, comme l'a dit Alain, la dette est devenue une question socialement vive, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et enfin, sur les 2 derniers temps, nous vous proposerons d'analyser à la fois les programmes et de conclure sur les éléments, sur la manière dont est parlée la dette, est évoquée, les discours sur la dette et ce que nous appelons les textes. Mais Yves va préciser ce que nous appelons les textes. Effectivement, levons tout malentendu quand nous écrivons les textes associés à la dette. Il ne s'agit pas de prendre le texte au sens, par exemple, d'un texte que l'on pourra trouver dans un manuel ou dans un journal. Il s'agit d'un concept particulier qui a été avancé par un économiste avec qui nous travaillons et qui désigne plutôt un discours au sens très large tenu sur la société par des classes sociales, n'ayons pas peur d'appeler un chat, ou des fractions de classes sociales dans le conflit qui les oppose. Autrement dit, il y a dans toute société à un moment donné des discours qui s'affrontent. Il y a des moments où un des discours réussit à devenir hégémonique au point que les êtres humains n'arrivent plus à penser en d'autres termes. Marché, par exemple. Marché de ceci, marché de cela. Marché du travail, marché de l'emploi, c'est pareil. De toute façon, peu importe, l'important c'est que ce soit un marché. Etc. Et donc, un texte, c'est quelque chose qui se réfère à une valeur, qui dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon à un moment donné, et quels sont les gestes et les attitudes qui permettent à ce moment-là d'être admirable aux yeux de toutes et de tous. C'est ça un texte. Donc, on verra que le décryptage des contenus des manuels ou des programmes nous conduit à dire derrière ce qui peut être inscrit ici ou enseigné là, il y a un discours, il y a ce que David Graeber, qui a parlé et qui a travaillé sur la dette, comme certains le savent, David Graeber dit qu'à un moment donné, vers 1600, se confrontaient 2 perspectives à propos de la dette, chacune reposant sur une théorie implicite sur la nature de la société. Bien, c'est ça, un texte. C'est une théorie implicite sur la nature de la société. Voilà. Donc, une précision importante. Oui, mais Yves, tu viens de nous dire ça, mais alors c'est quoi un programme pour toi? Ah, alors qu'est-ce que c'est un programme? Donc, je rassure tout de suite les personnes qui s'imagineraient que nous allons faire une conférence à l'INSPE. Non, on n'est pas là. Mais un programme scolaire, c'est déjà un produit institutionnel, et un produit institutionnel dont je rappelle qu'il a force de loi. Tout programme scolaire est inscrit, avant toute chose, au journal officiel de la République française. C'est un texte officiel qui a force de loi, qui est élaboré collectivement selon des règles instituées. Autrement dit, c'est quelque chose qui déjà parle de la société. Il faut savoir que dans tous les pays, il n'y a pas nécessairement une telle procédure. Donc, un programme scolaire, voilà, on y reviendra. On part de là, on va donc travailler à partir des programmes scolaires d'une discipline bien particulière, que certains ont appelé en leur temps une discipline indisciplinée, ça c'est pour le clin d'œil, et tout simplement parce que son histoire est un peu justement mélangée de chahut et de rébellion. Et programme de sciences économiques et sociales, il s'agit de sciences sociales, donc de sciences de la société. Nous travaillerons à partir des programmes, nous reviendrons sur leur élaboration, à partir des fiches d'accompagnement qui sont des ressources mises à la disposition des enseignants et qui en quelque sorte disent aux enseignants, voilà, compte tenu de ce que le programme dit, voilà comment vous pourriez travailler, qu'est-ce que vous pourriez utiliser, quelles idées, etc., mettre en œuvre. Et enfin les manuels scolaires, étant entendu que nous savons pertinemment que cela ne suffit pas à décrire ce qui se passe dans les salles de classe.
Nous ne ferons donc pas l'affront à nos collègues encore en activité de laisser croire que ce qui est là, c'est ce qu'ils enseignent. Mais nous dirons que c'est la base. Et en même temps, ce n'est pas que la base, c'est aussi ce qui dit ce qui devrait être enseigné. Voilà. Mais précise-nous quand même, parce que tu nous dis les programmes et autres, mais en quoi ça nous renseigne vraiment sur la société elle-même et la manière dont cette société a vertu à se représenter? Eh bien, effectivement, c'est Durkheim, donc un des pères de la sociologie, qui, à la fin du XIXe siècle, je rappelle qu'il a fait sa thèse sous la Troisième République, à l'époque de la Troisième République triomphante, dans les années 1890, et il s'est intéressé à l'éducation. Il a écrit en sociologie, que l'on n'appelait pas encore de la sociologie de l'éducation, mais il s'est intéressé, il a même été nommé, si je ne me trompe, un de ses premiers postes était justement dans un établissement qui avait aussi une fonction éducative. Peu importe, il parle d'une image idéalisée de l'humanité qu'il s'agit d'offrir par l'enseignement de l'homme. Une image idéalisée de l'humanité. Autrement dit, lorsque nous allons évoquer tout à l'heure, lorsque nous allons présenter des extraits de programmes scolaires, lorsque nous allons montrer ce qui peut être observé dans des manuels, c'est des témoignages. Ce sont des témoignages de ce que Durkheim, dès cette époque-là, appelle offrir une image idéalisée de l'humanité. Voilà, en quelque sorte, que lorsque nous allons parler de la dette, à travers notre base de travail, qui n'est que notre base de travail, nous allons montrer comment notre société aujourd'hui entend présenter la question de la dette. Quelle idée notre société attend que ses élèves retiennent de la dette. Une image idéalisée, c'est fort quand même. Voilà. Et c'est donc ce que la société dit d'elle-même. Je reviens sur un détail, les programmes, effectivement, sont depuis bientôt 30 ans élaborés par un collectif, un groupe dit groupe d'experts, dont la composition est répartie entre des professeurs de lycée, de la discipline concernée, des universitaires des champs académiques de référence, par exemple donc économie politique et sociologie, et puis des représentants de l'institution, par exemple des inspecteurs. Voilà. Donc c'est un travail collectif qui débouche au bout de plusieurs mois sur ce programme, et donc qui dit programme collectif, qui dit travail collectif, dit forcément échange, confrontation entre des personnes qui sont porteuses d'images, d'idées, d'esprit du temps. Et c'est tout cela qui se confronte, qui peut se confronter à un moment où l'esprit du temps est dominé par telle théorie implicite sur la nature de la société, ou qui peut au contraire être élaboré à un moment où les textes se confrontent et où il y a débat sur ce qui, justement, doit être entendu. Alors, je pense qu'en partie, ce qui nous réunit ce soir, avec notamment le Cercle Condorcet, mais aussi les Amis du monde diplomatique, c'est l'importance de l'enseignement. Le président, tout à l'heure, nous disait on est attaché à l'éducation, mais le contenu de ce qui est enseigné est aussi important, d'une certaine manière, que l'enseignement. Hein. Alors, à ce propos, on partage l'avis de Keane dans son ouvrage L'imposture économique. Alors, je vous recommanderais bien la lecture, mais c'est relativement imbitable et technique, donc je suis désolé. Mais par rapport à ce que disait Yves, c'est assez intéressant, puisque l'ouvrage montre, dans une première partie, que la science économique, entre guillemets, a fait la preuve qu'il était impossible de construire une courbe de demande. Dans la deuxième partie, il montre qu'il est impossible de construire une courbe d'offres. On en déduit donc dans tous les manuels qu'on va enseigner des courbes d'offres et de demande. Et donc c'est pour ça que sa réflexion est la suivante. Ben oui, évidemment, l'enseignement, c'est le problème, parce que ce qui est enseigné, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer à l'heure actuelle,
dans les sciences économiques et sociales est un problème. Mais évidemment, on y croit, c'est aussi la solution, l'enseignement. C'est par l'enseignement qu'on peut arriver aux choses. Mais allons concrètement à notre objet et caractérisons comment les programmes ont évolué. Donc c'est effectivement une thématique récente. La discipline sciences économiques et sociales a été créée dans les années, à la fin des années 60. Elle a donc une grosse cinquantaine d'années. Il faut attendre un quart de siècle pour que le mot endettement figure au programme, en l'occurrence les années 90. Le mot endettement, la notion d'endettement, figure dans les programmes de la classe terminale, et encore, c'est une notion qui est introduite pour parler des problèmes de développement qu'on étudie encore à l'époque. Mais c'est vrai qu'il a commencé à y avoir quelques secousses telles que la crise mexicaine au début des années 80. En 1998, comme vous le voyez, donc, hop, la notion d'endettement disparaît, la thématique avec elle, ce qui nous laisse dire ce qui nous amène à dire qu'à cette époque, son introduction était conjoncturelle. Autrement dit, il y avait eu un moment où l'actualité autour notamment de l'endettement des pays tels que le Mexique avait conduit les concepteurs de programmes à juger intéressant de travailler là-dessus. Mais même à cette époque-là, c'était quelque chose sur lequel on ne passait pas énormément de temps, et donc ça disparaît. Ça disparaît et ça revient à partir des années 2010, et là, ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil parce que la référence théorique majeure, voire unique, de l'enseignement économique en sciences économiques et sociales, c'est le modèle néoclassique, le modèle dit standard, à tel point standard que précisément il n'y a que des gens comme nous pour dire que c'est du néoclassique, parce que sinon c'est tout simplement de l'économie. Il y en a quelques autres quand même. Oh, tu me rassures. Effectivement, c'est le modèle néoclassique, et nous allons voir justement qu'est-ce que le modèle néoclassique, auquel on se réfère dans toute la partie sciences économiques en première puis en terminale, qu'est-ce que le modèle néoclassique conduit à dire, à raconter, dès que l'on parle de dette. Eh bien, il nous raconte une chose étrange, que nous serions passés d'une économie d'endettement à une économie de marché financier. Alors, je vous invite avec moi à nous interroger 3 secondes. C'est quand même assez étonnant. Vous voyez l'évolution des programmes qui méconnaissaient l'endettement du temps où nous étions une économie d'endettement et qui s'intéresseraient à l'endettement quand nous aurions quitté cette économie d'endettement pour être une économie de marché financier. La chose est quand même assez intéressante à noter. Dans la manière dont est analysée la question de l'endettement dans les manuels, cet écart qu'il y a entre ce qu'on pourrait avoir le sentiment, comme disait Alain, d'une question socialement vive, qui, en réalité, dans la perception du modèle revenir sur le graphique. Quel graphique? Le graphique du début. Ah oui, alors c'est compliqué. Yves me demande des opérations techniques que je ne sais pas faire, alors je sais revenir en arrière, mais comme ça, Yves. C'est pas grave. Voilà. C'était juste pour montrer que dans l'économie d'endettement, à l'époque de l'économie d'endettement, 78, ça commence. Où c'est quelle est la dette? Une économie d'endettement avec une dette qui est où? Vous comprenez notre perplexité, j'espère. Donc, je fais de la technique, je reviens. Donc voilà, c'était pour nous une introduction pour vous montrer que quand même il y avait quelque chose qui devait nous interpeller tous sur ce décalage qu'il pourrait y avoir entre la manière dont est racontée dans les programmes et les manuels la question de la dette et, entre guillemets, la réalité qui est censée être décrite. Alors,
pour aller plus loin, qu'est-ce qui nous est parlé quand il nous parle de dette? Parce qu'il y a une chose qui est surprenante, me semble-t-il, de Yves, c'est on dit dette, mais personne n'a réagi depuis le début en nous disant mais de quelle dette parlez-vous, non? Et oui, il y a quand même une chose qui est étonnante. Personne, ni le président qui a prononcé le mot, ni Alain qui a introduit, n'a précisé ce dont on parlait quand on parlait de dette. Alors je sais, je l'ai dit, vous ne le répétez pas, Yves a des dettes de jeu, mais je ne pense pas que c'était l'objet de la conférence, si. Hein? Donc simplement pour dire, voyez, voyez, c'est ça qui est étonnant quelquefois dans les textes, les mots utilisés, c'est qu'à un moment, ils paraissent avoir un sens acquis pour tout le monde, comme si, entre guillemets, ils allaient de soi et qu'on s'entendait dessus. Mais quand même, définir le mot dette est peut-être pas si évident que ça. Alors, qu'est-ce que nous disent les manuels, Yves, sur qu'est-ce que c'est que la dette? Eh bien, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, en classe de première, quand on cherche dette, on ne trouve pas dette. En revanche, dette publique, ça oui. Et presque, si vous me permettez d'avoir mauvais esprit, une seule fois, j'aurais l'impression que le simple fait qu'elle fût publique aurait suffi à en faire quelque chose de suspect. Peu importe ce qu'est une dette, mais du moment que c'est public, c'est comme si on se référait à un corpus théorique qui raconterait des choses du genre les entreprises publiques, mais cachez cela que je ne saurais voir. Privatisons, allons. C'est donc de la dette publique qu'il s'agit exclusivement. Oui, mais quand même, Yves, rassure-nous, il nous précise qui est le public, non? L'État, l'aspect public, oui, qui est derrière? Eh bien, il y a l'État, d'abord. Et puis, il y a la sécurité sociale. Car c'est la dette publique au sens de Maastricht. Et donc celle des collectivités territoriales. Bien sûr. Donc la dette qui est évoquée sans être définie, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un implicite, la dette dont il est parlé, c'est par définition la dette publique, sans rentrer dans la précision de qui est réellement endetté. Et nous expliquons comment on la calcule? Je n'ai pas vu ça. Je ne l'ai vu nulle part. Et donc, j'attire votre attention. Calculer la dette publique, d'ailleurs, Yves l'a dit, c'est la dette publique au sens de Maastricht. Dire que c'est au sens de Maastricht, oui, ça sous-entend qu'il y a d'autres manières de calculer la dette. C'est au sens de Maastricht. Par exemple, je ne sais pas si certains se rappellent, il y a eu un débat à un moment de savoir s'il fallait inclure dans la dette les déficits à venir ou pas des régimes de retraite. C'est la procédure de Ferrand-Beau de dire ah ben oui, mais logiquement on devrait calculer la dette autrement puisque on sait qu'on va devoir payer demain. Ceci dit, il aurait pu mettre aussi les salaires des fonctionnaires qu'il va certainement falloir payer demain et ainsi de suite. Je ne sais pas où il voulait s'arrêter dans ce qu'il fallait inclure dans la dette aujourd'hui qu'on devrait sous-entendu payer demain. Mais vous voyez, on peut s'étonner de ne pas avoir de questions sur comment on calcule la dette. D'ailleurs, à ce propos, Yves, elle est nette ou elle est brute, cette dette? Selon moi, elle n'est pas nette. Et oui, c'est ça qui est étonnant quand il est calculé la dette. C'est qu'on laisse à sous-entendre que l'État, les collectivités territoriales, la sécurité sociale doivent beaucoup, seraient extrêmement endettés. Mais qu'en sait-on de leur patrimoine? La dette brute, c'est combien vous devez. La dette nette, c'est combien vous devez, moins combien vous possédez. Or, accordez-moi, c'est une question bête, si vous devez 200 millions, mais vous possédez 3 milliards, vous êtes gravement endetté? Vous voyez que c'est la manière dont on calcule, Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le calcul de la dette brute. Ce qui est étonnant, c'est de ne pas préciser, ce que l'on entend réellement par dette et comment elle est calculée. Et puis surtout, le maître mot, c'est que c'est une dette monétaire. La seule dette qui est évoquée,
la seule dette qui est évoquée, c'est la dette monétaire. Alors, on n'ira pas beaucoup plus loin, mais il va ajouter un mot. C'est les seules dettes existantes, les dettes monétaires? Il y en a d'autres. On parle de dette morale, par exemple. Il y en a d'autres qui vont évoquer, comme le fait David Graeber dans son livre 5000 ans de dette, ils vont évoquer toutes les dettes qui ont pu être contractées à différents moments, la dette de vie, la dette de sang, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Et David Graeber, toujours, quand il fait cette histoire, dit effectivement, c'est un tournant que celui où, à peu près, dit-il, selon lui, vers 1600, où justement ce qui va désormais compter, au sens propre du terme, c'est la dette monétaire, c'est-à-dire une dette qui effectivement est donc mesurée en monnaie, c'est-à-dire mesurée dans un équivalent, quelque chose qui peut valoir tout ce qui est susceptible d'être exprimé en monnaie. Donc, c'est le début du règne de l'équivalence des dettes. Et cette équivalence, nous allons voir que justement, elle va avoir une forte influence dans l'histoire. Mais alors, Yves, si tu nous dis ça, avant la monnaie, c'était comment? Et voilà. Vous savez, vous, la réponse? Ah ben j'espère, surtout s'il y a des gens qui se sont frottés à ce savoir économique avant la monnaie. Hein? Oui. Le troc. Justement, David Graeber, dans son livre Dette 5000 ans d'histoire, nous explique qu'au final, on nous apprend que le troc est à l'origine de la transaction économique. Or, d'après cette théorie, c'est l'inverse, c'est avant tout, parce que qu'est-ce que le troc au final? Il nous explique, alors évidemment, je n'ai pas les termes, mais que c'est une version primaire de la dette, si je ne dis pas de bêtises. Tu le dis très bien, félicitations, on va donner le micro. Il ajoute même que la vision du troc reprise ici trouve son origine, au moins dans la théorie économique, chez Adam Smith, où Smith justement expliquerait avant, et David Graeber va plus loin en disant que les anthropologues du 19e siècle ont cherché des sociétés dans lesquelles il y aurait eu troc, et ils n'ont jamais trouvé, et il conclut, des sociétés où il y aurait eu troc, ça ne marche pas, mais c'est assez facile à comprendre. Imaginons, parce que là, Alain m'en a parlé, maintenant j'ai soif, j'aurais bien bu un whisky. Là, je veux un whisky, mais moi, je sais faire que des cours d'économie. Ben voilà. Donc, je vais au café, je propose au cafetier un cours d'économie contre le whisky. Tu pourrais même lui proposer un cours sur la dette pour voir. Peut-être, pour voir. Il me dit, mais non, moi, ce que j'aurais besoin, c'est de verres pour pouvoir faire le service. Pas grave, je vais voir celui qui vend des verres et je lui propose mon cours d'économie. Il me dit, mais non, moi, ce que j'aurais besoin, c'est d'une brouette. Mais pas grave, je vais voir celui qui a une brouette et je lui propose mes cours d'économie. Et lui, il me dit, mais non, moi, ce que j'ai faim, je voudrais manger des sandwichs. Pas grave, je vais voir un vendeur de sandwichs et je lui propose mon cours d'économie. Ça tombe bien, il veut un cours d'économie. J'échange l'économie contre les sandwichs. Quand j'ai les sandwichs, je vais acheter la brouette. Quand j'ai la brouette, je vais récupérer les verres. Quand j'ai les verres, je bois mon whisky. Eh bien, j'espère que j'avais pas trop soif. Donc, vous voyez, c'est assez facile à raisonner que... et tu avais raison de le reprendre, et c'est ce que dit Graeber, c'est qu'évidemment, une société de troc généralisé, parce que c'est ça qu'il y a, c'est une société de troc généralisée, ce n'est pas concevable. Bien sûr qu'il y a eu du troc, mais il y a eu du troc à petite échelle, très souvent ritualisé, sur des choses très ponctuelles. Le troc généralisé, c'est pas possible. Mais alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de les manuels? Eh bien, commençons non pas par les manuels, non pas non plus par les programmes, ne chargeons pas trop la barque, mais par une fiche d'accompagnement donc du site et du SCOL. Eh bien, la fiche d'accompagnement du programme de première de 2013, par exemple, commence en disant, dans les sociétés anciennes, les échanges, très limités, se réalisaient principalement sous forme de troc. Et alors, quoi d'étonnant à ce que dans les manuels, y compris dans les manuels actuels, ceux qui traitent du programme de 2019, eh bien, on trouve cette histoire de troc. Ben, ouais. Il y a peut-être ici des gens qui ont enseigné cette discipline dans des temps plus anciens et qui se rappellent avoir essayé de faire comprendre aux élèves que c'était du bidon, cette histoire de troc. Ben, aujourd'hui,
c'est pas recommandé, quoi. Parce que l'image idéalisée qui semble passer à travers les contenus à enseigner en sciences économiques et sociales aujourd'hui, c'est que aujourd'hui il y a la monnaie et que heureusement qu'il y a la monnaie, parce qu'avant il n'y avait que le troc. Alors que, comme vous l'avez bien dit, sorry, mais voilà. Oui, et puis je pense qu'il faut voir autre chose, c'est que quand on nous dit en réalité avant c'était le troc, c'est simplement qu'on transforme la société d'aujourd'hui, on la renvoie hier. Comme ils n'avaient pas la monnaie, et qu'on est persuadé que les sociétés d'hier étaient des sociétés où ils devaient aussi échanger, si vous devez échanger et que vous n'avez pas la monnaie, ben, il vous faut donc faire le troc. Sauf qu'en réalité, les sociétés étaient organisées autrement dans lesquelles il n'y avait pas besoin de temps échangé. Mais en réalité, ça cache quand même une vision particulière de la monnaie. Parce qu'en réalité, nous dire que avant c'était le troc, puis aujourd'hui on est une société monétaire, c'est nous dire que la monnaie aurait des rôles, des fonctions extrêmement simples. La monnaie, ce serait simplement ce qui faciliterait le troc. La monnaie, ce serait le moyen d'échange, ce serait l'unité de compte, ce serait une unité de réserve. Point à la ligne. Dans la théorie, ça porte un nom. C'est quand on considère que la monnaie est neutre. C'est quand on considère que la monnaie n'a pas d'incidence sur le fonctionnement réel des choses. Alors, il y a des théories, notamment la théorie néoclassique, qui repose sur ce postulat. Mais, vous voyez, c'est une approche singulière de la monnaie. On pourrait en avoir d'autres. Alors, vous voyez bien, renvoyer à la dette monétaire, c'est renvoyer à une certaine vision de la monnaie, et on vous montrera plus loin que c'est renvoyer à une certaine vision des rapports entre les individus. Mais on travaille beaucoup, tu ne trouves pas, Yves? Ouais, c'est vrai. Un petit peu à vous. On va vous proposer un exercice, ça ne prend pas longtemps. C'est un exercice tiré d'un manuel Nathan 2019. Et voilà la question qu'il pose. La proposition qui est faite pour le travail des élèves. Je vous la lis haute voix. Vous êtes un jeune économiste. Alors, jeune économiste dans la salle, il y en a, et d'autres aussi. Et le président de la République, alors je crois que Yves a son téléphone prêt, il attend la réponse, a besoin que vous lui exposiez des arguments sur les dangers potentiels d'un endettement public trop fort. Il vous accorde 3 minutes. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Dès que vous avez des propositions, on prend. On fait la synthèse et on appelle l'Élysée. Oui. Déjà parce qu'on appelle trop fort. Ah ça oui, mais ça c'est une question oiseuse, monsieur. Vous êtes de quel journal? Oui. Pardon. Est-ce qu'il faut se poser la question d'un endettement qui à l'avenir peut être rentabilisé par des investissements rentables et d'endettement concernant le fonctionnement? C'est-à-dire quelque chose qui... J'ai bien peur, jeune homme, que vous n'ayez pas bien compris la question du président. Il faut voir les aspects dangers potentiels. Oui, c'est bien, je vais aller plutôt sur le financement des investissements qui va rapporter. Déjà, je vais parler de... Est-ce qu'il entendrait ça avant de demander L'usage de la dette. Oui. D'autres questions. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que des dangers et pas des avantages déjà? Décidément, vous voulez refuser les consignes, ça va être dur. Oui. Moi, je vais faire l'élève bon et scientifique. Merci, merci. S'il y a trop d'endettement public trop fort, les créanciers de l'État vont de moins en moins avoir confiance en l'État. Les gens de rating vont baisser le niveau de la France. Donc la France aura de moins en moins de solvabilité, sera de plus en plus instable, et c'est là pour le court long terme un default qui ne permet plus de payer ceux qui arrivent à l'Argentine à plusieurs pays. Oui. Alors pour avoir étudié plus ou moins ce sujet-là, parce que c'est la préméthode des lycées, je me souviens que notre professeur d'économie à ce moment-là nous avait dit qu'on pouvait illustrer notre exercice avec le cas de la Grèce, de souvenir, en nous disant qu'il fallait prendre en compte également les agences de notation
manifestement absurde d'avoir une dette publique bien trop forte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en effet, les agences notent les États, les entreprises et autres par 3 lettres. Ça va de AAA à CCC, je crois, quelque chose comme ça. Et suivant la note que l'on a, le taux d'intérêt qui va être demandé va être plus ou moins élevé. Et donc, en effet, une mauvaise notation aurait pour incidence que les prêteurs demanderaient un taux d'intérêt plus élevé. Et donc, rendre plus difficile la question de la dette. Je rappelle juste le détail technique, c'est que la Grèce, en effet, avait ce problème-là, était très mal notée. Et donc, on n'a pas trouvé de meilleur mécanisme que de prêter de l'argent de la Banque centrale à des banques privées pour qu'elles prêtent à un taux beaucoup plus élevé à la Grèce. C'est un mécanisme assez original au niveau de l'Union européenne. Mais je rappelle juste l'effet du fait que le pacte de stabilité interdit la monétisation des dettes et le recours à la Banque centrale à prêter de l'argent. Mais en effet, vous avez raison, une des remarques qui est faite, c'est celle-là, mais ce n'est pas celle faite dans les manuels. Vous avez raison sur le fond, c'est une critique qui est faite, mais ce n'est pas celle qui est faite dans les manuels. Ils nous disent quoi, Yves, dans les manuels? Alors, je vais juste prolonger notre commentaire, si tu permets. Vous aurez remarqué quand même qu'il y a implicitement une conception bien particulière de l'économiste. Au-delà de son âge, l'économiste, ça doit être un conseiller du prince, en l'occurrence. Voilà, l'économiste, il est là pour conseiller le pouvoir. Ça peut se discuter. Ensuite, nous relevons en effet ce que vous avez dit. Pourquoi faire travailler seulement sur les dangers potentiels, alors que l'endettement ne sert pas qu'à se mettre en danger, je crois. Donc, si on dit ça, c'est forcément qu'il y a anguille sous roche. Alors, c'est quoi cette anguille, Yves? Ça a fait de l'effet. L'effet d'éviction. Le voilà, débusqué enfin. Car tout revient à cela dans cette présentation théorique qui ne dit pas toujours son nom, comme nous le verrons dans quelques instants. Oui, L'effet d'éviction. Et de nous quand même. L'effet d'éviction, c'est quand l'État, et en général donc la puissance publique, emprunte d'après ce modèle théorique, il vient nécessairement prendre des ressources prêtables qui, en l'absence de l'emprunt public, seraient restées à la disposition d'emprunteurs privés, comme je l'ai dit tout à l'heure de façon un peu fielleuse. Tout ce qui est privé est bon, tout ce qui est public est mauvais, donc nécessairement, si l'État se contente de ne rien emprunter, raconte cette belle histoire, l'argent prêtable sera emprunté par des entreprises ou des particuliers, et eux le feront forcément de façon rationnelle et calculatrice. Et donc, eux ne feront courir aucun danger potentiellement. En revanche, si l'État emprunte, potentiellement, son endettement public, qui sera vite trop fort, car parmi toutes les fables qui se racontent sur l'État et le politique, il y a aussi celle qu'il ne sait pas s'arrêter en la matière. Et comme on le dit parfois, on le voit parfois au détour d'un livre en économie, la dette, c'est forcément quelque chose qui pousse aux excès. Il n'y a pas que la dette de jeu. Et donc, forcément, eh bien, du moment qu'on laisse l'État, laisse le politique emprunter, cela ne peut être que source de danger, car cela évince le privé d'un usage qu'il saurait, lui, faire de façon rationnelle et bonne. C'est l'effet d'éviction qui se traduit notamment par la hausse des taux d'intérêt, car évidemment, plus il y a de demandes de fonds, plus cela fait monter le prix demandé par les prêteurs. Et donc, voilà ce qui se passe. Effet d'éviction, c'est une notion qui est désormais inscrite dans le programme de classe de première, et en lettres telles que l'on ne peut pas le rater. Donc vous voyez, ce qui est
pour nous une surprise, j'espère que vous partagez, c'est cette manière d'aborder, d'appréhender les choses. On pourrait s'attendre en effet que, comme vous l'avez dit, quand on évoque la dette, qu'on voit peut-être une approche même très utilitariste de l'économie, les avantages, les inconvénients, et qu'on sous-pèse. Non, non, ce qui est mis en avant, ce sur quoi on va passer, c'est uniquement sur les limites de la dette. Mais dans un autre manuel, d'une autre année, il existe sur un schéma qu'on va trouver, qu'on va vous présenter, qui permet de synthétiser, d'ailleurs il s'appelle comme ça, c'est un schéma bilan, qui permet de synthétiser la vision qui est faite. Alors j'espère que c'est visible. Oui. Fermez les fenêtres. Comment? Ça vous gêne pas, là? Non, ça va. Bah, sinon, Non, si ça me gêne, vous pouvez les éteindre. Alors, là aussi, on vous laisse Je voudrais intervenir, puis Oui, peut-être bien sûr. je sais pas si Ah, bien. c'est dans le sujet, mais c'est peut-être un peu spécial. Parce que j'ai retenu, c'est que l'Europe de Maastricht, c'était surtout sous l'influence allemande déterminée. Nous ne quitterons pas, nous n'abandonnerons pas le Deutsche Mark si vous refusez de prendre des décisions au niveau des mesures financières de l'État. Enfin, c'est-à-dire, on va vous corseter tout ça, et c'est ce qui s'est passé. On va bloquer à 3% du PIB le montant de votre dette, et il y a aussi X% des dépenses du budget. Est-ce que c'est pas l'apparition et l'affirmation du néolibéralisme qui a qui domine un peu la politique économique européenne? Excusez-moi, c'est peut-être un autre sujet. Non, mais d'abord je veux apporter une précision. Alors je sais que tout le monde focalise sur le traité de Maastricht, mais les critères que vous évoquez dans le traité de Maastricht, c'est des critères de convergence. C'était des critères pour pouvoir rentrer dans la zone euro. Oui. Et de fait, je vais vous surprendre, dès qu'on rentre dans la zone euro, les critères de convergence n'existent plus. Mais il se trouve, et ça c'est le pacte de stabilité et de croissance, qu'il est prévu un critère de saine gestion dans le pacte de stabilité et de croissance qui reprend ces critères de 3% du déficit public par rapport au PIB et de 60% de la dette publique par rapport au PIB. Mais si on doit être exact, le problème, ce n'est pas le traité de Maastricht, c'est le traité sur l'application, sur la contrainte, c'est le pacte de stabilité et de croissance. Mais je suis d'accord après sur le... Alors, juste une remarque quand même. Tous les pays ne respectaient pas ces critères au moment de rentrer dans la zone euro. En particulier la Grèce. La Banque Centrale Européenne disait non à la Grèce, ils ne respectent aucun critère. Ils n'étaient pas très élevés. Au lieu de 60% de la dette, ils étaient à peu près à 140% à l'époque. Ils dépassaient légèrement, je veux dire, c'est pas non plus... Donc, la France ne respectait pas le critère du déficit. Là, la France aussi. La dette... C'est autre chose. Oui. Donc, je veux dire, la réalité, je le donne juste parce que je pense que c'est important pour la suite. L'argument qui a prévalu pour que la Grèce rentre, ne respectant pas les critères, consistait à dire la Grèce est le pays qui a inventé la démocratie. On ne peut pas refuser au pays qui a inventé la démocratie de rentrer dans l'Union européenne, dans la zone euro. Ce n'était pas un argument économique. C'était un argument autre. En réalité, politiquement, on avait décidé que la Grèce rentrerait. Alors, elle n'est pas rentrée en 2002 comme nous, elle est rentrée un tout petit peu après, mais il a été décidé d'un point de vue politique. Comme il a été décidé qu'en réalité, je ne sais pas si certains se rappellent, parce que initialement, le traité de Maastricht, c'est 99, l'entrée dans la zone euro. Et les pays ne respectant pas assez, on a même inventé un concept que j'aime enseigner aux étudiants, la convergence vers les critères de convergence. Oui, je l'explique en général aux étudiants en leur disant, voilà, au premier semestre, vous avez eu 4 de moyenne, au deuxième semestre, vous avez 5, vous expliquez que vous êtes en train de converger vers la moyenne, et donc on doit pouvoir vous accorder l'année. Donc je rappelle, en réalité, c'est pour ça que c'est toujours ambigu, Maastricht, mais c'est vrai que, par contre, il y a eu une espèce de deal entre la France et l'Allemagne, mais je ne suis pas certain que le deal soit dans le sens où vous le présentez. Moi, je crois plutôt que c'est la France qui a voulu donner des garanties.
Et quand on a proposé les critères dans les négociations, on les respectait, on ne s'inquiétait pas. On a proposé initialement des critères qu'on respectait, bon, vous proposez un critère, vous respectez, il y a pas, et en disant comme ça, on va vous donner des garanties. Je ne suis pas certain que c'était vécu et autres. Et je rappelle juste, enfin pour finir, c'est que les critères, on les a fait, et même le pacte de stabilité, dans la réalité, on l'a fait exploser. Le mécanisme européen de solidarité aujourd'hui est l'antinomie exactement de ce qu'est le pacte de stabilité. Par ailleurs, on reviendra sur l'Allemagne à propos d'une prochaine diapositive. Donc, revenons Alain, là. vas-y. Comment peut-on maintenir le dogme précédent que toute dette publique est mauvaise? Enlève ton machin. Il n'y a pas de micro. Est mauvaise, que une dette publique est forcément Ah oui, on ne peut pas faire passer le... Il y a un micro baladeur. Là, parce que là, on en... Quand les États peuvent emprunter un taux négatif et faire rouler leur dette en temps... Attends, vas-y. Oui, alors, comment peut-on maintenir un dogme aussi irréaliste quand beaucoup d'États peuvent emprunter un taux négatif et peuvent faire rouler leur dette pendant des générations? Je crois déjà que notre proposition enfin notre façon de parler par la suite en termes de texte, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, permettra de donner des réponses. Pour juste te donner une réponse sur un autre domaine, mais qui montre un peu ce que je veux dire, en 2007, la majorité des économistes des États-Unis, et la majorité qui était donc, comment dirais-je, porteuse du modèle standard dont nous parlons, ne voyait qu'un seul risque économique se profiler à l'horizon. C'était l'explosion de la dépense publique. Ils ne pensaient qu'à ça. S'ils n'avaient pas été les produits d'une institution et d'une société tout entière, c'est quelque chose qui mériterait quasiment d'aller s'allonger sur un divan. Ça tourne à l'obsession, cette histoire-là. Ils ne pensaient qu'à ça. Les dépenses publiques allaient forcément nous créer des dangers potentiels, poète-tagala. On était à deux doigts de quelque chose qu'ils ne pouvaient imaginer, car c'était inconcevable dans leur histoire. Et donc, aujourd'hui, il est inconcevable même qu'il y ait des taux d'intérêt négatifs. C'est pour ça aussi que ça pose problème. Alors on en est à quantitative easing et tout le bazar est son train, mais on essaye de... On descend à la godille. Bon. Mais revenons, avec votre permission, je vous renvoie sur ce schéma parce que je trouve qu'il a beaucoup à dire, et donc je suis prêt à prendre d'autres questions, et Hervé aussi, mais après. Ah, le président appelle. Ça vous fait penser à quoi cette histoire de marché des fonds prêtables là-haut? Économiste ou pas économiste, ça vous fait penser à quoi? Vous pensez à quoi quand vous voyez ça? Expliquez-nous ce que ça veut dire. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Donc, une première question avant de vous expliquer, enfin une autre question, pardon. Est-ce que ça existe? Vous pouvez... Moi, j'ai réfléchi tout à l'heure, moi j'ai jamais entendu un marché des fonds prêtables. Moi, Donc vous ne pensez pas que ça existe? je ne pensais pas qu'il y avait un marché des fonds prêtables qui détermine les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ça ne détermine pas... Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré un marché des fonds prêtables? Au moins pas récemment. Ça n'est pas aperçu. Et est-ce que vous avez rencontré des intermédiaires financiers? Oui. Donc, ce qui nous chiffonne dans cette affaire, je rappelle que c'est un schéma bilan qui vient donc, comme son nom l'indique, clore un chapitre d'enseignement au lycée,
et donc qui vient rassembler l'essentiel de ce que doivent apprendre ces élèves de première, ce qui nous chiffonne, c'est que dans la case du haut, il y a un marché des fonds prêtables dont on ne sait pas vraiment quel est son statut, dirais-je. Les intermédiaires financiers, les intermédiaires financiers, on nous dit c'est les banques, etc. Ça, tout le monde sent. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça a une existence factuelle. La connaissance empirique des élèves, la connaissance acquise par l'expérience, leur permet tout de suite de faire un lien. Ça évoque quelque chose pour eux. C'est concret, dira-t-on. Le marché financier, c'est peut-être un peu plus loin de l'expérience quotidienne des élèves, on s'en doute, mais on peut arriver à parler de marché d'actions, de marché d'obligations, etc. Mais le marché des fonds prêtables, c'est quoi ce truc-là? Eh bien, c'est un objet théorique. Mais là, présenté comme il est-ce que ça apparaît comme un objet théorique? Il est présenté exactement sur le même plan que les autres. Autrement dit, d'un point de vue épistémologique, j'emploie ce grand mot, mais du point de vue de la connaissance elle-même, quand on étudie comment se fait la connaissance, c'est l'épistémologie qui nous permet de dire, Trump, arrête tes bêtises, si tu sautes du 6e étage de ta tour, tu vas te cracher. Tu peux raconter ce que tu voudras quand tu es devant tes petits camarades à propos de la création de la Terre, etc. Il y a 6000 ans. Ça, mais là, il y a des choses. La science ne dit pas que des fake news. Voilà. Là, on nous met sur le même plan un objet théorique et des objets issus de la connaissance empirique. Et donc, on met les élèves dans la confusion. Mais on ne les met pas dans la confusion simplement parce qu'on est des bras cassés de l'enseignement. Je dirais même, on n'est pas, les auteurs de cet ouvrage ne sont pas des bras cassés. Mais nous insistons pour dire que l'on y trouve ici l'influence majeure, justement, du modèle standard néoclassique qui fait qu'aujourd'hui, on ne doit pas penser les questions de financement et donc de dette autrement qu'en termes de marché des fonds prêtables, c'est-à-dire, pour reprendre quelque chose dont Hervé nous a déjà parlé, c'est ça le marché des fonds prêtables. Il y a des individus qui ont des fonds à prêter, des fonds prêtables, il y a des individus qui ont besoin d'emprunter, et forcément il y a un marché, non? On n'a pas besoin d'avoir inventé la théorie. Elle est là, elle est simple. Le marché des fonds prêtables, c'est ça. Et le prix, c'est le taux d'intérêt. Comment n'y avoir pas pensé avant? Sauf que, alors il y a quelqu'un qui vend la mèche. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vende la mèche. C'est dans le manuel Hachette de l'année de... le manuel Hachette qui traite le programme d'aujourd'hui. 2019. Voilà, programme de 2019. Et bien, en voilà qui disent, dans la synthèse, la relance peut entraîner un effet d'éviction. Ça, c'est ce qu'il aurait dit de dire. Mais, un peu plus loin, on trouve l'un des arguments avancés par la littérature néoclassique est celui de l'effet d'éviction. Or, disent-ils encore un peu plus loin, le marché des fonds prêtables est un des modèles utilisés pour expliquer les niveaux des taux d'intérêt dans une économie. En voilà je dirais même, c'est le seul exemple de manuel qui, en usage en classe de première aujourd'hui, nous dit le marché des fonds prêtables, c'est un modèle parmi d'autres. Donc c'est un modèle déjà, donc il n'a pas à être là. Il n'a pas à être là. Il n'a pas à être mélangé dans les connaissances à acquérir par les élèves, il n'a pas à être mélangé avec les banques. Le marché des fonds prêtables, c'est un modèle parmi d'autres, utilisé par les économistes néoclassiques, autrement dit par certains économistes, pour expliquer l'effet d'éviction qui est
l'effet d'élection qui n'est qu'un concept néoclassique, un parmi d'autres. Un concept qui en plus devrait un petit peu être mis en sourdine, justement parce qu'aujourd'hui, quand les États empruntent à des taux négatifs, j'ai vraiment du mal à chercher, à trouver l'effet d'élection. Mais tu m'aideras. Mais note avec moi que ce schéma introduit une autre confusion. Elle est où la banque centrale dans le schéma? Bon, il y a longtemps que j'enseigne plus ce genre de choses, mais quand même, j'avais cru comprendre que la banque centrale n'était pas exactement une banque comme les autres, non, Yves? Ah oui, mais... oui. Et vous voyez, le schéma est... Les old-timers. Voilà, et le schéma présente une autre chose un peu étonnante, c'est que il rend tous les agents économiques à peu près identiques. Il n'y a pas de distinction. Vous voyez, l'État ne serait qu'un agent à besoin de financement comme un autre agent. Et la Banque centrale, alors je ne sais pas si elle est dans la catégorie banque ou institution, je ne sais pas comment il la classe, mais la Banque centrale n'aurait pas de rôle spécifique. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant sur le papier. Vous voyez, habituellement, quand on présente un schéma de financement avec les banques, on explique qu'il y a une banque en dernier ressort, la banque des banques, et c'est la Banque centrale. Et ça amène à un résultat terrible, c'est que la Banque centrale détermine toute seule, comme une grande, son taux d'intérêt. La détermination du taux d'intérêt, la Banque centrale, elle ne subit pas, entre guillemets, un diktat de je ne sais pas qui. Alors évidemment, elle tient compte d'un certain nombre d'éléments d'ordre économique et des choses comme ça, mais c'est... Alors nous dire qu'elle subit, je peux vous dire, ça répond à une chose suivante, c'est nous dire que la politique monétaire, ça ne peut pas exister. Si vous pouvez pas, si vous ne menez pas dans la réflexion que peut-être un État ou la Banque centrale pourrait jouer sur les taux d'intérêt pour faire quelque chose, mais non, puisque là il est sous-entendu que les taux d'intérêt c'est déterminé par ailleurs. Or, les taux d'intérêt directeurs sont déterminés par la Banque centrale. Donc vous voyez, la manière... Pardon. Quand vous parlez de banque centrale, c'est la Banque centrale européenne. Oui. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est le système européen des banques centrales. Voilà, alors c'est ça, la réponse elle est compliquée, c'est-à-dire que oui pour les pays qui ont comme monnaie l'euro. Oui, c'est ça. Mais les pays qui n'ont pas comme monnaie l'euro, par définition, ont une autre banque centrale. Et puis c'est plus embêtant que ça parce qu'il y a des pays dont la banque centrale, de fait, c'est la Banque centrale européenne, mais ils n'appartiennent pas à l'Europe. Andorre, San Marin, des pays comme ça, en réalité utilisent le Vatican, d'accord. Donc c'est un poil plus. Mais la réalité, c'est que quelle que soit la zone géographique à laquelle on s'intéresse, dans laquelle il y a une monnaie, il y a une banque centrale par derrière qui assure ce rôle de prêteur en dernier ressort, qui assure d'une certaine manière ce rôle de garantie de la valeur de la monnaie. Mais est-ce que ces banques centrales de pays particuliers qui n'appartiennent pas à l'Europe se refinancent également auprès d'autres banques centrales pour avoir, par exemple, un marché des fonds prêtables? Alors, rappelons peut-être une chose, la Banque centrale peut se refinancer de plein de façons différentes. Il n'y a pas une manière de se refinancer. Aller emprunter de l'argent est une possibilité. Mais que je sache, pendant longtemps, la Banque centrale, via le Trésor, quand elle avait besoin d'argent, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle créait les billets. Et ça ne posait aucun problème. Moi je dirais... Il y a donc le passage par les banques ou par les marchés, entre guillemets, des fonds prêtables n'est qu'une des possibilités, c'est pour ça que je dis, dire qu'il n'y aurait que ça, ça voudrait dire en effet la politique monétaire, et je ne parle pas de jugement si c'est bien, pas bien ou autre, c'est simplement dire qu'elle passerait que par les fonds prêtables, ça voudrait dire entre guillemets qu'il n'y a plus de politique monétaire. Plus de politique monétaire parce qu'on ne détermine plus de taux d'intérêt, plus de politique monétaire, puisque si la Banque centrale
doit aller emprunter de l'argent pour la reprêter aux autres, on ne voit pas trop ce qu'est le rôle de la Banque centrale. Or, je vous rappelle, ce n'est pas ça que fait la Banque centrale, hein, même la Banque centrale européenne, hein, notamment via les opérations d'open market. Elle propose un truc essentiel au système, c'est elle qui boucle la liquidité. Hein. Les opérations d'open market, c'est par exemple une banque qui aurait besoin d'un seul cours, je le fais simple, parce qui aurait besoin de qui aurait besoin de fonds, et qui n'a pas réussi à les trouver sur le soi-disant marché. Eh bien, la Banque centrale va lui dire, tu me donnes des titres, je prends les titres, et en contrepartie de ces titres, avec une échéance donnée et autres, je te donne les liquidités. Je crée de la monnaie. Hein. Donc, les outils dont dispose une banque centrale, ils sont nombreux. Hein. Et le schéma, c'est pour ça que je trouve qu'il est très embêtant, c'est qu'il laisse à penser que la banque centrale ne serait pas une banque différente des autres. Je voudrais compléter juste de façon à ce qu'on ne termine pas sur une ambiguïté. La Banque centrale ne va pas intervenir sur le marché des fonds prêtables. Ni toi ni moi d'ailleurs. Parce que le marché des fonds prêtables est une fiction. Si vous voulez parler des marchés sur lesquels interviennent les banques centrales, la Banque centrale européenne, c'est des marchés financiers qu'il faut parler. Il a parlé à l'instant de l'échange de titres contre monnaie. Les titres, c'est des obligations. Donc c'est sur les marchés financiers. Les marchés financiers, ça existe. C'est un fait. Les marchés des fonds prêtables, c'est une fiction théorique dont je ne dis pas qu'il faut la condamner parce que c'est une fiction théorique. Les fictions théoriques, les modèles théoriques ont leur rôle à jouer. Mais encore faut-il, quand on est un économiste qui se croit autorisé à être un économiste, dire en ce moment je manie un concept, comme nous avons fait tout à l'heure quand nous avons dit nous allons manier le concept de texte avec un certain sens. Là le problème, c'est qu'au lieu de nous dire attention, nous expliquons la dette, le financement, etc., en ayant recours à un concept qui est celui du marché des fonds prêtables, mais on pourrait l'expliquer autrement. Non, on nous dit voilà, ça se passe comme ça se passe avec un marché des fonds prêtables, et c'est pour ça qu'on nous le met là-haut, comme s'il faisait partie du tableau à la même place que les autres. Et ça, eh bien c'est de la mystification. Mais quelle est l'utilité de ce terme? L'utilité de ce concept? Eh bien justement, nous allons y venir. Alors, ce qu'on vous propose dans cette dernière partie, mais c'est vraiment pour échanger avec vous, hein, c'est de revenir sur les discours autour ou sur la dette, pour essayer de à la fois participer à les décrypter, et puis évoquer peut-être les pistes, les solutions qui pourraient être envisagées autour de la dette. Alors, peut-être le premier point sur lequel il faut qu'on s'entende, c'est que le monde dans lequel nous vivons peut être appréhendé à travers un concept. C'est un concept. On peut dire que c'est une forme sociale. Qu'est-ce que c'est qu'une forme sociale? C'est un ensemble hiérarchisé de places, avec des places de l'excellent et plutôt des places de l'insignifiant. Et on peut s'interroger sur le fait que ces formes sociales, par définition, ont aussi une histoire. Elles ont une naissance. Et elles ont par définition une fin. Et on peut se poser cette première question de dire, est-ce qu'aujourd'hui la question de la dette doit être interprétée comme une limite à la forme sociale dans laquelle nous nous situons? Est-ce que nous sommes un train du fait d'une dette trop importante, ce que certains nous disent, le risque serait en ayant une dette trop importante, est-ce que nous ne risquons pas de sortir du domaine de viabilité de notre forme sociale et donc de basculer dans une autre chose qui peut-être serait bien pire que ce que nous avons aujourd'hui? Donc, une première manière qui peut être d'interroger les textes et les discours sur la dette, c'est de dire, voilà, est-ce que les auteurs pensent que la dette et le niveau de la dette aujourd'hui présentent un caractère de menace ou pas pour la forme sociale, en se rappelant qu'il y a déjà eu une histoire sur la dette. Mais il va nous en raconter une histoire sur la dette. On va mettre un nom sur cette forme sociale dans laquelle nous vivons maintenant, nous et nos ancêtres, depuis
un peu plus de 200 ans, on va dire. Ça s'appelle le capitalisme. Je signale au passage que pendant des décennies, les économistes, et pas seulement les économistes barbus, parlaient du capitalisme sans rougir ou sans avoir peur d'être jetés dans les flammes de l'enfer. Il y a des auteurs de toutes sortes de positions théoriques qui parlaient de capitalisme. Et puis c'est devenu un gros mot depuis les années 80 à peu près. Et j'aurais une pensée émue pour un de nos anciens collègues de l'Académie d'Aix-Marseille qui a rédigé un dictionnaire de l'économie, Alain Béton, dans lequel on trouve une phrase que je me contente de vous résumer parce que je ne l'ai pas apprise par cœur, j'en suis désolé, mais qui disait à peu près dans sa version dans le dictionnaire il y a 10 ans, dans 15 ans, aujourd'hui, on évoque parfois le capitalisme, mais comme c'est connoté comme une formule marxiste, on préfère parler d'économie de marché. J'arrêterai là mon commentaire pour éviter de basculer dans du mauvais esprit. Et je vais donc appeler capitalisme ce qui est du capitalisme. Donc la forme sociale, elle existe depuis, on va dire, la fin du... Allez, on va dire le début du 19e pour ne pas pousser le bouchon trop loin en France. Et Bruno Terray, économiste, a fait tout un travail sur justement l'histoire de la dette publique et du recours à l'emprunt public principalement. Et il nous dit en résumé la chose suivante. Le recours à l'emprunt public, en même temps qu'à l'impôt, se combine dans ce qu'il appelle un régime fisco-financier, et ce régime est stable pendant des décennies, grosso modo jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il montre ce qu'il appelle la stabilité et l'autorégulation du régime fisco-financier. C'est-à-dire que, en fait, l'État pouvait recourir à l'emprunt de telle façon que cet emprunt créait une dette et donc un intérêt. Cet intérêt devenait une rente pour ceux qui avaient prêté. La rente était payée grâce à l'impôt, un impôt que de préférence à l'époque on faisait prélever sur d'autres que ceux qui palpaient la rente, ça veut dire, comme s'il y avait besoin de le dire. Et cette combinaison d'un recours à l'emprunt en priorité et un recours à l'impôt pour payer les intérêts de l'emprunt, eh bien, ça a été la base du fonctionnement de l'État français à partir de 1815. Principalement, ça a pris vraiment son essor entre 1830 et 1848, l'époque Louis-Philipparde, et ça a tenu comme ça sous l'Empire, enfin le Second, sous la Troisième République, entre deux guerres, et en fait, on a eu un régime fisco-financier stable qui vient donc répondre à la question que posait Hervé. L'endettement public peut parfaitement, au lieu de parler de danger, d'un endettement potentiellement trop fort, cet endettement public-là a pu fonctionner sans mettre en péril la forme sociale en question. Nous avons pu vivre, nos ancêtres, avec ça. Et je dirais que ni nous, ni le capitalisme n'en sont morts. Et pour aller un tout petit peu plus loin que ce que dit Yves, on peut s'interroger si sur ce qu'on vit aujourd'hui n'a pas quelques ressemblances très fortes avec ce système simplement qui était en place au XIXe siècle. Et peut-être que l'après-guerre jusqu'à maintenant a été une forme un petit peu différente, et qu'on retournerait quand même vers quelque chose qu'on a déjà connu dans nos sociétés. Vas-y. Bruno Terray nous dit par exemple, l'économie fiscale de prélèvement et de distribution publique est à cette époque le champ d'accumulation du capital où le rapport risque-rentabilité est le plus favorable et où, par conséquent,
se focalise une partie très importante de l'investissement bourgeois, notamment celui du capitalisme financier, et cela au dépens évidemment du capitalisme industriel. Voilà. Et en écho, dans un article de presse d'août 2019, il est question des réactions du ministère des Finances, Bercy, à la baisse des taux. Parce que la baisse des taux d'intérêt, pour certains, c'est l'occasion, au contraire, d'emprunter, d'augmenter la dette publique, puisqu'on emprunte sans avoir à payer d'intérêt. Et le journaliste écrit « Cette baisse des taux en dit long sur les investisseurs qui viennent se cacher dans la dette publique pour ne pas réaliser d'investissement de long terme. » Mais nous, justement dans cette perspective qui est d'utiliser des textes, c'est autrement dit de dire il y a dans l'ère du temps un discours construit qui dit ce qui convient et qui ne dit pas qu'il faut se cacher derrière la dette publique. Il dit, oui, la dette publique, ça nous intéresse. Nous, créanciers, bien sûr que ça nous intéresse. Même quand les taux d'intérêt sont bas, parce que de toute façon, tôt ou tard, ça va remonter, et puis de toute façon, on sait que c'est un placement intéressant. C'est l'attitude du rentier. C'est le retour du rentier. Et Stefano Palombarini, un économiste italien qui travaille en France, disait à propos de l'Italie, des années 80-92, quand on travaille, quand on s'intéresse au financement de l'État italien à cette époque-là, il ne faut pas s'intéresser, il ne faut pas parler des Italiens ou des individus. Il faut dire de quel groupe on parle. Parce que l'Italie, c'est le développement d'une classe de rentiers liée à la hausse de la dette publique. L'État se procure l'argent dont il a besoin, les bénéficiaires des dépenses publiques reçoivent leurs transferts, les contribuables ne sont pas taxés en proportion car l'État italien taxé. Et au contraire, une partie d'entre eux, les rentiers, grâce à la détention de titres publics par ailleurs facilement liquidables, touchent en plus des intérêts considérables. Autrement dit, il y a aujourd'hui ce que nous appelons un texte du rentier. Alors, juste pour clarifier ce qu'on va dire ensuite sur la dette, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la nature ou les effets de ce que produit la monnaie. La monnaie, elle propose quelque chose de très particulier, et la dette monétaire est quelque chose de très particulier parce qu'elle est comptabilisable. C'est ça sa nature spécifique, la dette monétaire. C'est qu'elle donne une valeur comptable à la dette. Les dettes de sang et autres n'ont pas de valeur comptable et autres. Elles ne se remboursent pas à l'euro près. La dette monétaire a cette particularité très, très singulière, c'est de donner un chiffre et une valeur, de sorte qu'elle peut être remboursée. Il est des dettes, je vous rappelle, il est des dettes qui ne sont pas remboursables, où le sens du remboursement n'a pas la même valeur. Est-ce qu'on n'est pas endetté, entre guillemets, auprès de ses parents? Il ne nous viendrait pas l'idée de faire un chèque à la fin pour libérer la nature de ce qu'on leur devrait. Vous voyez, pareil avec peut-être un ami. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se font en contrepartie d'eux. Don contre don, aurait dit Marcel Mauss, mais ce n'est pas des valeurs nécessairement identiques, alors que la dette monétaire amène tout d'abord à cette idée qu'il y aurait des valeurs qui devraient par définition être identiques. Le deuxième élément, c'est qu'elle laisse à raconter que celui qui prête l'argent et celui qui doit le rembourser sont de même niveau. Puisque j'ai un amateur de Greber dans la salle, il doit se rappeler le passage où Greber dit « Oui, avec le roi, tu ne fais pas des dettes comme tu veux. » Oui, pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même statut que le roi. Et vous n'allez pas voir le roi comme ça en disant « Rends-moi mes pièces d'or que je t'ai prêtées. » Je vous rappelle les quelques-uns qui ont essayé de faire ça, ils ont été légèrement écartelés, raccourcis, ou que sais-je encore quand même.
on est bien d'accord, ça reste le roi. Hein. Donc, la relation monétaire laisse à penser qu'on serait tous identiques, hein, on serait tous égaux. Hein. Le monde dans lequel nous vivons, non, on n'est pas exactement tous égaux. Et il y a donc des rapports sociaux, et donc quand on va parler de la dette, parce que il faut qu'on leur laisse quand même poser des questions, Yves. Oui. Et quand on va parler de la dette, de quoi on va parler? On va parler en réalité d'un rapport social. Évoquer la dette monétaire, c'est évoquer en réalité un rapport social. Qui prête à qui? Qui prête à qui devra rembourser? Oui, voilà, c'est ça que ces questions que cache la dette. Et sans revenir sur les programmes, c'est ça qui est très surprenant quand est abordée la dette aujourd'hui de manière générale. C'est-à-dire que la question qui semblerait poser, c'est simplement, va-t-on pouvoir rembourser? Comme s'il n'y avait que ça qui était en jeu. Hein, comme si la seule question qui se posait, hein, c'était il faut rembourser. Hein. Rappelons quand même juste quelques éléments d'histoire. Il y a eu des dettes très particulières quand même. Hein. Si vous avez l'occasion de lire Piketty, il raconte longuement la manière dont la France, suite à la Révolution, a demandé, et que Haïti a pris son indépendance, et a expliqué à Haïti, maintenant, très bien, tu as pris ton indépendance, mais il va falloir me rembourser le prix des esclaves. Pendant plus d'une centaine d'années à peu près, tranquille. Hein. On voit bien que la dette monétaire, elle induit un rapport quand même, non? Et la France, pour exiger ça d'Haïti, n'a pas dit on passe un contrat. Hein. Elle lui a expliqué on a des bateaux avec des canons et si tu ne nous fais pas ça, on va t'expliquer la vie autrement. Hein. Donc c'est juste pour rappeler que ce qui après. Alors après, vous voyez, une fois que la dette monétaire est contractée, on peut dire oui, quand même, les Haïtiens doivent nous rembourser. D'accord? Mais vous voyez bien que c'est compliqué la dette. La dette, ça traduit. Ce n'est qu'une question qui doit être abordée sous l'angle des rapports sociaux. Et ne pas poser la question des rapports sociaux quand on évoque la dette, c'est passer certainement à côté de l'essentiel. Des questions? Des interrogations? Oui, vas-y. Ouais, j'ai plusieurs questions, mais elles sont toutes liées en fait. La première, vous avez commencé à étudier les manuels à partir de quelle date, précisément? Alors, les manuels, c'est simple, on l'a dit, on a regardé depuis qu'ils existent, c'est-à-dire 1967. Du coup, en fait, ma question, c'est... Tu l'as vu? Je pense pas. Hein. Non, je crois pas que ça marche. Désolé. Faut appuyer, il y a un bouton. Bon. Voilà. Là, c'est bon. Ouais. Parfait. Du coup, avant le tournant néolibéral, en tout cas néoclassique, est-ce que dans le manuel, la théorie qui dominait, c'était la théorie keynésienne, voire une théorie hétérodoxe marxiste? Non. En fait, pour aller vite, hein, parce qu'on s'écarte un peu, mais en fait, il faut attendre les années 2010 pour qu'il y ait effectivement un corpus théorique particulier qui s'impose comme référence. Jusque-là, et surtout, au moment de la création de la discipline en 1967, il y a une espèce de syncrétisme qui règne et qui fait qu'on ne parle même pas des références théoriques. Il y a, hein, la discipline qui est enseignée énonce un certain nombre d'observations, de raisonnements, qui sont ceux qui, à l'époque, sont considérés par la communauté, va-t-on dire, de ceux qui font les programmes, de celles et ceux qui font les programmes, comme les plus pertinents à l'époque. Il va de soi que là aussi, il y a une influence de l'ère du temps, etc. Hein, on ne va pas raconter des histoires. C'est une espèce de mélange à l'époque de fonctionnalisme, de références vaguement marxistes, je dirais vaguement marxistes. Il n'y a que les représentants du Conseil national du patronat français puis du MODEF pour avoir vu du marxisme dans les programmes de sciences économiques et sociales. Ça fait pitié. Non. Les régulationnistes ont, à une époque, une influence reconnue. Keynes, un peu, mais un peu. Tout ça, c'est mélangé, c'est le syncrétisme.
Il commence à y avoir une référence explicite aux théories dans les années 1990. On va même introduire un enseignement spécifique dit de spécialité pour présenter les problématiques fondatrices de l'économie et de la sociologie. Mais voilà, il n'y a pas, pour la plus longue durée de l'histoire de la discipline, il n'y a pas un corpus théorique particulier qui s'impose, sauf à attendre 2010 où enfin la lumière fut. Mais du coup, la deuxième question, c'est pourquoi cette hégémonie ou pourquoi ce monopole, tout d'un coup, des néoclassiques? Qu'est-ce qui s'est passé au sein des ministères, au sein du gouvernement, au sein des économistes? Parce que si vous dites qu'il y a un syncrétisme qui a été le cas depuis... Je vais répondre par une anecdote et après je serai un peu plus sérieux. À une époque où je partageais avec Alain Le Gardet, porteur du micro, la responsabilité d'être membre du groupe d'experts des programmes, à un moment donné, il avait été question d'introduire la notion de capital humain dans le programme de première ou terminale, je ne me rappelle plus. J'avais levé la main en disant, mais c'est une notion qui est contestée. Elle n'est pas du tout considérée comme faisant l'unanimité parmi l'ensemble des économistes. Il y a même des économistes qui disent que c'est un pseudo-concept. Qu'est-ce qu'il dit? J'avais eu droit à des remarques pas tellement contentes, mais de fait, le capital humain est resté pendant quelque temps encore dans les archives. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de has-been pour dire des choses pareilles, donc un capital humain, cela va de soi. Même Yves, je peux te dire, c'est merveilleux. Si vous allez regarder aujourd'hui le budget de l'Union européenne, il y a une ligne spécifique, capital humain. Alors pourquoi aujourd'hui? Pourquoi le texte? Eh bien, si nous remontons à notre histoire de texte du rentier dont nous voulons dire qu'il a commencé son histoire sous Louis-Philippe, eh bien, le texte du rentier, c'est celui du néolibéralisme. Et le modèle théorique qui, en économie, est le plus à même de justifier les discours de ce texte, c'est le modèle néoclassique, le modèle standard. Revenons, pourquoi, m'avez-vous demandé tout à l'heure, madame, pourquoi donc nous raconter ces histoires d'effets d'éviction et de marché des fonds prêtables? Parce que c'est beau, madame, c'est beau. Ce marché, l'offre d'un côté, la demande de l'autre, et ces deux se rencontrent grâce à la seule magie de la variation du taux d'intérêt, madame. Vous n'avez pas à y faire intervenir quoi que ce soit d'autre. Et grâce à cela, eh bien, sur ce marché que nous appelons marché des fonds prêtables, mais donc dont nous voulons en fait faire la représentation idéale des marchés financiers, etc., eh bien, ce marché des fonds prêtables permet de concilier la liberté de chacun, qu'il soit prêteur ou emprunteur, l'égalité entre tous, comme l'a dit Hervé. Nous sommes tous égaux dans l'emprunt. Créanciers, débiteurs, peu importe. Nous sommes tous égaux et libres. Quoi demander de mieux qu'un monde qui nous est présenté comme un monde d'individus libres et égaux? Alors quand vous pensez l'État, oh mais l'État, oh, c'est le pouvoir ça, oh, pire. Un marché politique, vont-ils nous dire. Non. L'État vient perturber ce bel agencement. Forcément. Il perturbe, car ça marche tout seul, le marché. Et donc le problème, c'est comment donner aux élèves une image idéalisée du financement. Et bien leur expliquant que le financement, il marche comme ça. Et bien évidemment, avec des contraintes. C'est que par exemple, ça peut avoir un effet d'éviction, parce que justement, il y a des gros maladroits qui viennent, l'État, flanquer leurs grosses pattes là-dedans. Et donc, comme eux sont susceptibles de provoquer un effet d'éviction, il faut faire en sorte qu'ils
se servent le moins possible, alors un peu, parce que c'est quand même ça qui fait marcher les créanciers, mais pas trop. Il faut tenir l'État en lisière, de façon à ce que, lorsqu'il emprunte, avec un impôt minimum, car, rappelez-vous, la campagne électorale a commencé, il faut baisser l'impôt. Hein? Eh bien, avec un impôt minimum, l'important c'est que l'on puisse rembourser. Donc, l'État, bon, à la rigueur, mais il ne faut pas qu'il emprunte trop, endettement trop fort, parce que s'il emprunte trop, eh bien, il ne pourra plus rembourser, et ça c'est pas bon, parce que nous on veut être remboursé. Hein? Et il faut qu'il puisse payer les intérêts qu'il doit aux créanciers grâce à un impôt, par ailleurs réduit au minimum. Elle n'est pas belle, David? Je peux vous demander, tout ça c'est par rapport aux 100 milliards, ou je ne sais plus combien, 150 milliards donnés à l'économie. Un jour, Bruno Le Maire a dit, j'entends dire qu'on ne va pas rembourser. Mais si, on va rembourser. Bien sûr. Mais vous pensez que, vu l'échelle de la dette, on va pouvoir, avec un impôt pas trop fort, calculer pour rembourser? Est-ce que ça va être compatible? Est-ce qu'on n'est pas dans la rupture de l'ordre social, là? Est-ce qu'on ne va pas vers ça? Mais je fais exprès de dire ça parce que j'en sais rien finalement. Mais non, j'aimerais bien avoir votre point de vue. Ben, je pense que d'abord, je vais vous surprendre, on ne fait que rembourser. C'est le principe de ce que Alain évoquait tout à l'heure, le roulement de la dette. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on raisonne souvent comme l'État, comme s'il était un agent comme les autres. Hein? Alors on se voit comme ça, on se dit, ah mais mince, il emprunte tant, et puis il doit rembourser pendant 20 ans, 25 ans. C'est pas ce que fait l'État du tout. Hein. L'État, il emprunte tous les jours, il rembourse tous les jours. C'est plutôt ça la base du principe. Donc la question n'est pas, si on devait, sur l'aspect purement technique, c'est est-ce qu'on peut rembourser la dette, c'est est-ce que, entre guillemets, c'est soutenable de le faire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc ça, c'est la première dimension, c'est est-ce que l'État rembourse? La réalité, c'est oui, il rembourse. Est-ce qu'on doit avoir des incertitudes? Ben, vous voyez, on avait anticipé la question, on est mauvais. Hein. Voilà, je vous donne un graphique qui est le rapport entre la dette et le revenu national. Ben, vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans une situation, entre guillemets, meilleure qu'on l'était au sortir de la Seconde Guerre mondiale. A priori, posé comme ça, on ne voit pas où est la difficulté, non? Je rappelle juste une chose, hein, le niveau de l'endettement, voilà, par rapport aux revenus, était bien pire au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et on y arrive, on y est arrivé. En 1945, j'ai pas fait grand-chose, donc ils y sont arrivés. Donc, nous, si c'est la question, c'est techniquement parlant, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'interrogations. D'autre part, pour compléter ta réponse, vous avez raison de dire, bon, s'il s'agit de rembourser, de payer les intérêts avec un impôt minimum, comment va-t-on faire? Eh bien, l'impôt est destiné, en schématisant ici, hein, à payer l'intérêt, donc le service de la dette, comme on dit, et les dépenses publiques, autres. C'est ça. Ben, s'il n'y a pas assez d'impôts pour payer et les intérêts et les autres dépenses publiques, que croyez-vous qu'il adviendra? Hein? Oui. Justement, je peux prendre la balle au bond si c'est possible pour revenir que dit le discours dominant sur la dette de notre monde. Ce que vous avez développé jusqu'à présent de façon assez complète, c'est que en fait le discours dominant tente de dissimuler le rapport social, qu'il s'adresse, on parle de dette aux Français, que les enfants doivent rembourser, donc on sait qu'on pose un problème générationnel alors qu'il se pose de façon sociale, et donc ça veut dire que si on nous la présente de façon anxiogène et très négative, eh bien elle est instrumentalisée, cette dette, pour justifier précisément des politiques d'austérité. Autrement dit, effectivement, ce qui va se passer, c'est que, effectivement, enfin, pas effectivement, justement,
théoriquement, ou d'après effectivement ce discours-là, il faudrait rembourser, et donc en diminuant les services publics. Mais je crois que ce qui est aussi intéressant, c'est ce que le discours ne dit pas, c'est-à-dire, parlons des silences à propos de la dette. Et le silence à propos de la dette, c'est que souvent, on oublie de dire qui est gagnant et qui est perdant. Parce qu'évidemment, il y a des gagnants à l'endettement. Et sur un plan privé, notamment, je pense aux salariés, n'oublions pas que pour les salaires très très bas, quand l'exploitation est arrivée à son terme et qu'on ne peut pas aller plus loin, et que pour éviter l'augmentation des salaires, on va effectivement proposer l'endettement aux salariés les plus faibles. Et là, la dette, effectivement, est miraculeuse et elle peut justement enrichir les prêteurs et appauvrir les autres. Les silences, c'est aussi la dette climatique, par exemple, puisqu'on parle de dette. Là, on nous parle rarement, effectivement, et enfin de la dette climatique. Et enfin, notre silence, je crois, c'est, vous l'avez effleuré, c'est l'origine de la dette. Et l'origine de la dette, en particulier celle-là, on sait bien qu'il y a eu des dépenses qui ont augmenté, mais ne pas oublier aussi que les recettes ont baissé. Et si les recettes ont baissé, c'est notamment avec la baisse des impôts et notamment des catégories supérieures. Là, on peut parler d'un effet jackpot, c'est-à-dire que pour les catégories supérieures, non seulement elles ont encaissé la baisse des impôts, mais en plus, eh bien, avec l'argent économisé, elles vont prêter et gagner de l'argent là-dessus. Oui, c'est ce que disait Bruno Terray, que je citais tout à l'heure, qui disait que déjà à l'époque donc de Louis-Philippe, le discours était clair. Il faut donc que l'État emprunte juste assez pour créer une rente aux créanciers. Cette rente sera payée grâce à l'impôt, un impôt de préférence payé par d'autres que ceux qui ont prêté. Et c'est ce que raconte Palombarini aussi pour l'Italie. L'État italien, jusqu'aux années 90, donc parce qu'après ça a encore tourné autrement, l'État italien était très 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 tolérant en matière de rentrée d'impôts. Je n'irai pas plus loin dans la formulation. Et encore plus avec les créanciers. Donc les créanciers, les acheteurs de titres de dette publique, gagnaient à ce jackpot dont tu viens de parler. Mais on peut même aller plus loin en disant qu'on a transformé les choses pour passer par la dette. Tu as évoqué la baisse des impôts, mais je rappelle, on a fait une autre baisse, les cotisations sociales, qui a conduit à la création de la CADES, où maintenant, pour financer la sécurité sociale, on passe par des emprunts faits sur les marchés financiers. C'est-à-dire la transformation du modèle de financement de l'État, c'est pas fait simplement sur l'aspect budget de l'État, et c'est fait aussi sur les organismes de protection sociale. Oui, je voudrais prolonger l'intervention qui a été faite, et donc par une question très simple, très courte. Donc d'accord pour dire que la dette c'est un rapport social, mais comment amener la contradiction et comment combattre cette doxa néolibérale? Question à 2500 milliards d'euros. Absolument, c'est pour ça que je la pose. Je vais donner un élément de réponse et puis Hervé, tu prendras le relais. À partir du moment où nous pensons la dette comme un rapport social dans une société de classe, je ne pense pas qu'il y ait de conflit sur la dette qui échappe à un conflit de classe. Alors, ça ne veut pas dire que ce conflit de classe, c'est le conflit entre n'importe quelle classe ou fraction de classe. Ce qu'explique Bruno Terray, par exemple, c'est qu'au XIXe siècle, le conflit s'est passé entre les rentiers et les premiers représentants du capitalisme industriel au milieu du XIXe. C'est-à-dire entre deux fractions de classe du capital. Je ne sais pas demain où peut éclater ce conflit. Je peux simplement reprendre sur ce que disait Dominique. Dominique évoquait la dette climatique. Bon, il est question d'environnement aujourd'hui.
va-t-il y avoir des alliances de classe ou de fractions de classe autour de la lutte contre le danger climatique et le danger environnemental en général? Je ne sais pas. Mais je ne vois pas comment la confrontation politique sur la dette pourrait se passer indépendamment des autres conflits de classe ou de fractions de classe. Alors moi, ma réponse, elle va être un peu différente. Elle va être de dire, mais ça existe déjà. Provoque un peu, hein, mais lisez Le Monde diplomatique. C'est la réponse que j'attends. D'accord, voilà. Voilà. Hein, il y a plein de gens qui se mobilisent pour dire il faut voir les choses autrement, il faut poser la question autrement. Donc on peut trouver plein de références et de choses comme ça. La vraie question, c'est pas qu'il n'y a pas de contestation. C'est pas qu'il n'y a pas. C'est sont-ils audibles? Et la question c'est une vieille question que nous avons avec Yves, on la pose de cette manière-là, c'est peut-on parler contre son temps? C'est-à-dire que, je vais vous surprendre, mais vous pouvez, alors je le teste malheureusement tous les ans, l'enseigner aux étudiants, et quand ils reviennent, ils vous expliquent, et pendant longtemps, par exemple, je leur enseignais, pour financer les retraites, il n'y avait pas de problème, je leur faisais un petit modèle, et ils revenaient à l'examen en me disant, on ne pourra pas financer les retraites. Je répondais, TF1, c'est plus fort que moi. Et à l'époque, c'était que TF1. Et donc, la question, c'est pas... Vous voyez, je vais prendre sur mon domaine l'économie, mais l'économie est une discipline fracturée. Il y a une demande de création de scission en deux de l'économie. C'est créer une association spécifique, l'AFEP pour lutter. C'est créer un mouvement, les économistes atterrés qui disent la manière dont vous regardez. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de contestation, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne portent pas le fer. La question qu'on doit plutôt se poser, c'est pourquoi, alors qu'il y a ces gens qui portent le fer, a priori, ils ne sont pas audibles. Et voilà, on n'a pas évoqué, mais par exemple, la question sur les dettes par rapport aux générations, je trouve que la réponse que fait Bruno Tinel, elle est évidente. Oui, on transmet la dette, mais on transmet les créances. Donc on transmet tout. Qu'est-ce que se doit la société demain? Mais rien. Parce que les 100 € qu'emprunte l'État aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est aussi dans la société qui les percevra demain. Donc c'est neutre de ce point de vue-là. Alors c'est neutre d'un point de vue global. Comptable. D'un point de vue global. À titre individuel, c'est pas neutre. Donc en effet, oui, bien sûr, à qui la question. Et donc voilà, pour moi, ce qui est le plus difficile, mais là, c'est pour ça que l'enseignement est pour moi la solution, mais aussi la difficulté, c'est que c'est très difficile de faire passer un message quand par ailleurs il baigne quelque chose. Je finis juste pour laisser la parole. On m'a enlevé le cours, ils ont trouvé que j'étais pas sérieux et tout, donc je faisais économie du travail. Je passais la moitié du cours, 95% du cours a expliqué que le marché du travail, c'était un concept qui était peut-être pas très opérant. Mais quand j'interrogeais les étudiants, ils me disaient marché du travail, marché du travail, marché du travail. Là, j'ai compris que j'étais un bon enseignant. Je voudrais intervenir juste pour vous signaler qu'il est 8h moins 5. Le débat est très intéressant, très dense, donc essayez de résumer vos interventions parce que d'ici 5-10 minutes, on sera obligé de quitter les lieux. Très brièvement. Merci. Je vais faire un peu l'avocat du diable. Oui. Si, pour une raison très particulière, la France tout d'un coup refuse les théories classiques, comme on fait tout en arrière, et prend d'autres théories orthodoxes ou monétaristes, comme vous avez dit, l'économie est aussi politique. Le moment que, moi, c'est cette crainte-là, et c'est quelque chose que je vous demandais, le moment que la France sort des théories classiques, le marché répond, je pense, vous me dites que vous en pensez, politiquement, en attaquant la France. Point d'interrogation. Moi, c'est cette crainte-là, c'est-à-dire que le marché financier aujourd'hui existe. Comment faire une économie non néoclassique avec les marchés financiers aujourd'hui?
Est-ce qu'il faut la se faire avec les marchés détruire financiers? économiquement et financièrement. Faut-il la faire avec les marchés financiers? Peut-être on va prendre l'autre question, puis on va Oui, répondre pour les dernière question là-bas à droite, là, s'il vous plaît. Et ensuite une conclusion peut-être. Merci. Quand j'emprunte un livre à la bibliothèque, et un livre de 100 pages, quelques jours après, je rends le livre de 100 pages, mais je n'ai pas 2 pages de plus à rendre au titre de 2% d'intérêt. Alors peut-être que je peux négocier seulement 1% et rendre une seule page, ce qui fait une demi-feuille, mais peut-être que la médiathèque dira, la bibliothèque dira qu'il faut la couper selon la tranche. Enfin bon, pourquoi l'argent, il y a des intérêts et c'est différent? Alors, je vais essayer de répondre aux deux. D'abord, je pense qu'il faut faire attention, quand on parle de la théorie néoclassique, on est bien sur l'aspect théorique. Je ne dirais pas que l'économie française est une économie néoclassique. Je ne la qualifierai pas comme ça. La théorie néoclassique, c'est une manière d'appréhender le fonctionnement des sociétés, de porter un regard sur les sociétés en utilisant à la fois une méthode particulière, l'individualisme idéologique, en reposant sur des hypothèses que sont la nature des comportements et qu'est-ce que poursuivent les ménages et les entreprises d'un côté, et une conception très singulière de la nature des rapports sociaux, des rapports totalement entre égaux, qui passeraient par un marché où chacun négocierait, et puis personne n'aurait le pouvoir de faire le marché, puisqu'on serait des milliers sur le marché, ainsi de suite. Donc on ne peut pas dire que l'économie française est une économie néoclassique. Par contre, que les politiques, notamment parce que aussi leur formation antérieure est de mobiliser ces outils-là et donc d'avoir ce biais qu'ils auraient autrement s'ils mobilisaient notre théorie, il ne faut pas se tromper. Mais voilà, c'est plutôt sur ça. Alors, sur la question de l'intérêt, je pense qu'on y avait d'une certaine manière répondu. C'est toute la fiction qu'il y a de croire que quand quelqu'un me prête de l'argent, notamment quand c'est une banque ou autre, on serait égaux. On n'est pas égaux puisque justement, il peut me demander de lui rembourser plus que. Ceci dit, peut-être que quand vous avez lu le livre, vous rendez plus qu'à la bibliothèque, je ne sais pas. Non, je veux dire par là, le fait d'avoir lu le livre, si par exemple je sais comment ça marche à l'université de Perpignan, si vous allez emprunter les livres, comme les bibliothèques universitaires ne sont pas des bibliothèques de conservation, ils vont regarder le nombre de fois où le livre a été emprunté, et en l'ayant emprunté et rendu, vous éviterez qu'il passe au pilon. Et juste un mot quand même pour finir sur votre question. La question que j'ai posée, je la repose. Doit-on, en tant qu'État, emprunter sur les marchés financiers? Ça ne s'est pas toujours fait. Ça n'a commencé à se faire en France qu'à partir des années 1980. Alors certes, selon la vie que l'on a et selon le jour où elle a commencé, ça peut représenter différentes choses. Mais il n'y a pas que les marchés financiers dans le financement de l'économie. Et donc, les agences de notation font la loi et sont les gardiennes de l'ordre des marchés financiers du moment qu'il y a des marchés financiers. Bien. Votre conclusion? Auparavant, vous relancez notre question. Il existait des obligations. Moi, en particulier, je pouvais prendre des obligations de l'État, prêter mon argent à l'État avec un taux fixe. Cet argent servait à investir dans des politiques publiques d'infrastructures. Des bons du Trésor, vous voulez dire peut-être plutôt. Pourquoi ne pas revenir en arrière? Alors, on ne sait pas s'il s'agit de revenir en arrière. Il s'agit simplement pour nous de dire les marchés financiers, c'est une création historique. Elle n'a même certainement pas vocation à être éternelle. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Bien. Je ne sais pas si on peut apporter un mot de conclusion. Moi, ce que je voudrais dire, c'est le rythme, la façon d'aborder tous les deux, plaisante, sympathique, sur des sujets complexes. On a compris des choses, moi j'ai compris des choses, mais pas tout. Je n'ai pas tout appréhendé, mais c'était au moins suffisamment ouvert et souple pour que il y ait un débat qui s'instaure, des choses qui ont été très importantes. Voilà, pour moi, je suis ravi. Je trouve que voilà, c'était très bien. Merci
Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de votre participation.